Le philosophe Krishnamurti disait que ce n'est pas un signe de bonne santé que de s'adapter à une société malade. Or, dans notre monde complexe et marqué par de multiples incertitudes, l'adaptabilité est devenue une valeur clé. Et elle va souvent de pair avec une injonction à la résilience. Alors effectivement, la résilience, c'est la capacité, initialement, d'un matériau à retrouver sa forme après un choc. En écologie et en psychologie, elle désigne la capacité à se remettre après un trauma. On absorbe, on s'adapte et on repart. On restaure l'équilibre tout en se préparant à d'éventuelles perturbations futures. Mais toutes les crises peuvent-elles ou doivent-elles être simplement dépassées? La résilience est un mécanisme de survie, mais qui ne nous dit rien du désirable. Or, on peut vouloir saisir une crise comme une opportunité de transformation. C'est alors une question de design, car il s'agit d'imaginer des futurs souhaitables. Imaginer, c'est-à-dire se projeter, des futurs souhaitables, c'est-à-dire des alternatives qui sont contextualisées et qui sont individualisées. Dans cette courte vidéo, j'aimerais vous inviter à penser cette démarche vers l'apprenance. En ce sens, la résilience ne serait pas mécanique, mais plutôt existentielle. Il s'agit de reconstruire du sens à partir de ce qui nous arrive et qu'on ne peut pas forcément maîtriser. En stratégie, il y a une approche qui est née depuis les années 90 qui s'appelle le chemin faisant. Il s'agit d'intégrer une multitude d'actions locales qui arrivent comme ça par contingence et qui permettent de régénérer, voire carrément d'orienter la stratégie globale. On ne cherche pas à dominer les conditions extérieures, on fait avec, on expérimente et ensuite on construit une narration. Alors qu'est-ce que ça signifie pour les organisations qui souhaitent s'engager dans ce sens? Eh bien d'abord d'assurer les 4 piliers qui permettent cette démarche chemin faisant. Là, je vais me baser sur la théorie de Carl Weick. D'abord, avoir un réseau structuré avec des rôles pour chacun. Ensuite, avoir des échanges qui sont marqués par un respect mutuel, une tolérance à l'ambiguïté, la pratique du doute constructif, et enfin, le recours au bricolage, à l'expérimentation qui permet de développer d'autres grilles de lecture, d'autres outils, tout cela bien sûr pour développer sa palette d'adaptabilité. Ainsi, on parlera plus de communauté apprenante que d'organisation apprenante, car elle se structure en dehors des cadres organisationnels et en dehors de la volonté managériale. Il s'agit avant tout de pairs qui se rassemblent, qui mettent en commun leurs expériences, leurs connaissances et leurs erreurs, car on apprend aussi de ces erreurs. Quand on dit qu'on apprend par l'erreur, ce n'est pas d'une façon incrémentale, c'est-à-dire en cochant toutes les possibilités de se tromper pour un jour tomber sur la bonne réponse. C'est plutôt d'une manière exploratoire, créative et surtout incarnée. Car il ne s'agit pas de faire des erreurs, mais surtout de les saisir comme opportunité d'échanger autour d'elles, de communiquer et ainsi de récolter du feedback en contexte. Et c'est ce feedback qui va permettre d'apprendre. Cela veut dire commencer par désapprendre les habitudes, les pensées héritées. On dit qu'on ne peut pas résoudre un problème avec le mode de pensée ou le type d'énergie qui l'a créé, d'où l'intérêt de décaler son regard, de changer de posture. Et ça, c'est avant tout l'approche du designer. C'est-à-dire que quel que soit le terrain qu'il aborde, il n'adopte pas un point de vue d'expert, mais celui d'un débutant, qui va, avant la tentation de répondre, de proposer quelque chose, questionner toujours. Puis par comparaison, par analogie, par itération, on comprend réellement la situation, on se l'approprie et on est à même de trouver l'action juste. Cette démarche itérative de boucle d'apprentissage, c'est réellement celle du design et elle est particulièrement adaptée aux problèmes complexes qu'on rencontre aujourd'hui pour que les communautés apprenantes de demain se constituent. En termes de management, cela veut dire concilier 2 focales très différentes. D'abord, une très courte qui permet l'action rapide, qui va fournir des résultats très rapidement. Et ensuite, une focale beaucoup plus longue qui va porter une vision, une transformation ambitieuse. Donc pour les organisations, cela repose sur une philosophie, des principes et des valeurs, sur des process qui rendent cela possible au quotidien et surtout sur des humains, car ce sont eux qui vont réellement incarner les propositions telles qu'elles se passent. Selon la démarche d'effectuation, il faut que les collaborateurs se saisissent réellement et soient force de proposition. Donc,
Pour votre organisation, je vous invite à réfléchir à quelques questions autour desquelles nous pourrons discuter le 7 octobre à la journée Design Management. D'abord, en situation d'incertitude, comment, avec qui et quand passer à l'action? Ensuite, où aller chercher de l'inspiration pour la ramener dans son domaine, son organisation, son équipe? Dans la prise de décision, comment pondérer la part d'expertise et la part d'intuition? Ensuite, qui et qu'est-ce qui est au cœur des problématiques actuelles et des propositions? Et comment, éventuellement, cela peut servir à régénérer le focus de l'entreprise? On peut penser en termes de politique RSE, de mission, de place des collaborateurs, des clients, des parties prenantes, etc. Comment assurer l'engagement des parties prenantes dans les projets en cours? Et enfin, comment capitaliser sur les initiatives, quels que soient leurs débouchés, y compris celles qu'on pourrait identifier à des échecs ou à des accidents de parcours.